Épisode un peu particulier cette semaine. Je te pose le contexte. Déjà, c'est le premier épisode solo sur le podcast, qui est quelque chose que j'ai envie de faire depuis un moment, mais que je m'autorisais pas à explorer. Et puis, j'ai eu un petit déclic cette semaine, donc j'ai eu envie de le faire. Deuxième chose, si tu entends des bruits parasites autour de moi, et j'espère que ça perturbera pas trop ton expérience d'écoute, c'est que je suis contraint d'enregistrer cet épisode dehors. Il doit faire à peu près 37 degrés. Heureusement, j'ai réussi à trouver un coin à l'ombre et un peu au milieu d'un courant d'air, donc je ne devrais pas m'évanouir au milieu de l'enregistrement de l'épisode. Mais le seul créneau que j'avais dans mon week-end pour l'enregistrer, c'était pendant la sieste de mes filles, et il s'avère que la plus jeune dort dans mon bureau, puisque c'est la pièce la plus fraîche de la maison. Et donc j'ai dû m'effacer, avec plaisir évidemment, mais me voilà expatrié sur ma terrasse, sous mon parasol. Donc j'espère, que ma caméra ne va pas lâcher à cause de la chaleur, 2, que mon ordi ne va pas me lâcher à cause de la chaleur parce que j'ai quelques notes dessus, ça m'embêterait d'oublier 2-3 points clés, et 3, que je ne vais pas m'évanouir à cause de la chaleur. Mais si on arrive à éviter tout ça, ça devrait être un bon épisode. Pourquoi cet épisode? Pourquoi maintenant? Quand je réfléchissais un peu aux échanges que j'ai eus ces dernières semaines avec les invités du podcast, et quand je prenais un tout petit peu de recul sur ma trajectoire de ces dernières années, je me suis rendu compte que la grande question à laquelle j'essayais de répondre depuis tout ce temps, que ce soit à travers mes lectures, les contenus que je consomme par ailleurs et les discussions que j'ai avec les invités sur le podcast, c'est comment faire pour réussir à s'accomplir sans tout sacrifier pour y parvenir. Donc sans se cramer, sans forcément être contraint de sacrifier d'autres dimensions de notre vie qui peuvent être importantes pour nous. Et par s'accomplir, j'entends aller au bout des projets qui sont importants pour nous, réussir à exprimer son plein potentiel. C'est un petit peu ce que je mets derrière ce mot-là. Donc en fait, ça, je me suis rendu compte que c'est la grande question à laquelle j'essaye de répondre depuis, je pense, près de 10 ans maintenant, de manière assez égoïste, parce que je suis quelqu'un qui a des projets, qui a des ambitions, mais qui pour autant n'est pas prêt à tout sacrifier pour y parvenir, et donc j'essaie de comprendre comment faire. Donc une fois que je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant, j'ai envie de parler de ce sujet-là, mais j'ai envie de donner mon point de vue, ma perspective sur ce sujet-là. J'ai aussi envie de le faire tout en continuant à apporter ce que j'espère être quelque chose qui a de la valeur aux gens qui me suivent, qui m'écoutent, dont tu fais partie, si tu es là, en ce moment. Et donc, je me suis dit que ce qui pourrait être intéressant au moment où j'ai eu envie de me lancer dans cet épisode solo, c'était d'essayer de me saisir de ce format pour répondre à des questions des personnes qui me suivent. Donc j'ai lancé un petit appel sur mon compte Instagram, qui est l'endroit où je suis le plus suivi aujourd'hui, en expliquant un peu la démarche et en demandant aux personnes qui me suivent sur ce réseau-là s'ils avaient des questions auxquelles ils aimeraient que je réponde. Parmi les questions qui m'ont été posées, il y en a une que j'ai trouvée particulièrement intéressante pour plusieurs raisons, mais la principale étant que je me suis moi-même beaucoup bagarré avec cette question pendant longtemps. Et donc cette question, c'est comment réussir à faire de ma passion mon travail, ou à l'inverse, comment réussir à aimer ce que je fais. Très bonne question, avec laquelle je me suis beaucoup bagarré. Et si je suis complètement honnête, avec laquelle je continue à me bagarrer aujourd'hui, mais j'ai déjà des premiers éléments de réponse que je voudrais partager avec toi, si c'est une question que tu te poses aussi, ou si c'est un sujet auquel tu réfléchis. Déjà, ce qui m'a plu dans cette question, c'est qu'elle considérait le sujet à travers 2 angles un peu différents. Le premier, qui est réussir à monétiser sa passion, ou, dans l'hypothèse où ça ne serait pas possible, et moi, j'irais même plus loin, j'irais jusqu'à dire que c'est pas forcément toujours souhaitable. Mais la deuxième alternative, c'est si je ne monétise pas ma passion, comment est-ce que je peux réussir à aimer ce que je fais? Et je trouve ça assez intéressant comme perspective. Et on verra qu'on peut aller, je pense, même encore un tout petit peu plus loin. Je trouve intéressant cette question aussi parce que ça va un peu à contre-courant des injonctions ou des incitations qu'on peut voir passer sur les réseaux sociaux notamment, qui te disent « réalise tes rêves, suis ta passion, travaille dur et tout ira bien, etc. » Qui peuvent parfois mettre un peu la pression à certaines personnes. Et encore une fois, je ne suis pas toujours sûr que ce soit souhaitable de chercher à monétiser, on va dire, le moindre centre d'intérêt ou la moindre passion qu'on peut avoir. Et donc je trouve ça intéressant d'essayer d'apporter une perspective, un point de vue un peu plus nuancé sur cette question-là.
mon gros postulat, un peu la thèse, le prémisse sur lequel je m'appuie sur les différents points sur lesquels je vais revenir, c'est que à travers le sujet de vivre de sa passion, je pense qu'il y a aussi et surtout un enjeu de réussir à donner du sens à ce qu'on fait au quotidien et si possible prendre du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien. Et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler par le passé, mais pour moi, le sens, ça se construit au moins autant, si ce n'est plus, que ça ne se découvre. Et donc en ça, j'avoue, je me positionne un petit peu à l'encontre des gens qui parlent de vocation, comme si c'était un truc évident, genre tu te lèves un matin et tu sais ce pourquoi tu es venu sur Terre. Je trouve que c'est assez paralysant de se dire que si c'est pas évident pour toi, ça veut dire que t'as pas encore trouvé le truc. Et donc du coup, tu peux perdre, à mon sens, énormément de temps à chercher la grande chose que tu vas faire pour le reste de ta vie parce que c'est ce pourquoi tu as été mis au monde. C'est quelque chose auquel je crois pas forcément. Et donc, pourquoi est-ce que c'est une question que je trouve intéressante? Donc, je le disais un petit peu juste avant, moi, je me suis beaucoup bagarré avec cette question-là pendant des années, particulièrement à l'époque où la musique prenait une énorme place dans ma vie. Donc, entre mes 13, 14 ans et mes, je pense, 27, 28 ans, la musique a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Je me suis beaucoup construit sur et à travers ça. Et pendant longtemps, peut-être je dirais bien une dizaine d'années, j'avais un seul objectif qui était de devenir artiste, de réussir à gagner ma vie grâce à ma musique. Et ça m'a rendu très triste. Non seulement ça m'a rendu très triste, mais en plus, ça a pas mal abîmé la relation, le rapport que j'avais à la musique, si bien qu'aujourd'hui j'en fais beaucoup moins, en partie par manque de temps et en partie parce que j'appréhende ce qui va se passer le jour où je vais redonner de la place à la musique dans ma vie. J'ai peur de retomber un peu dans les mêmes travers et je sais que ça a causé énormément de frustration, énormément d'amertume, énormément de souffrance et pas mal de tristesse à une certaine époque chez moi parce que je pense que j'avais pas le bon rapport à la musique. Je me souviens qu'à l'époque où ça prenait beaucoup de place dans ma vie et où je cherchais à en faire mon métier, j'avais régulièrement des conversations avec mes amis, avec ma compagne, sur le sentiment d'injustice que je pouvais éprouver, sur ma frustration, sur ces choses-là. Et puis même, j'ai vu petit à petit que je prenais de moins en moins de plaisir à faire les choses parce que je ne les faisais pas pour la bonne raison. C'est-à-dire que je cherchais à en faire, on va dire, une carrière, un moteur économique et je pense que c'était pas forcément la bonne manière de l'investir parce que par ailleurs, et c'est peut-être le premier point sur lequel je voulais élaborer un peu, quand tu essayes de monétiser ta passion, ça change dans 90% des cas, ça change quand même vachement ton rapport à la pratique. Là où avant tu faisais les choses parce que tu y trouvais de l'intérêt, parce que ça te stimulait, parce que tu pouvais exercer une forme d'autonomie, parce que tu perds la notion du temps, parce que ça te permet de t'exprimer, parce que tu te vois progresser et que tu prends du plaisir à progresser, à partir du moment où tu en fais un métier, potentiellement, il y a d'autres considérations qui entrent en jeu. Il y a potentiellement d'autres parties prenantes, donc ça veut dire que, je sais pas, tu vas aller t'entourer de personnes qui ont des attentes, qui ont un calendrier, qui vont chercher peut-être à influencer ce que tu fais. Et donc tu vois que si tu le fais pas dans les bonnes conditions, ça peut potentiellement venir rogner un petit peu ou abîmer les trucs qui étaient importants pour toi dans ce contexte-là. Si demain tu signes en label, ton label, je reste sur l'exemple de la musique parce que c'est ce que je connais le mieux, mais si demain tu signes en label, ton label il va attendre de toi que tu sortes de la musique à une certaine cadence pour respecter potentiellement un certain calendrier. Le label il va investir de l'argent dans le développement de ton projet, donc il va attendre un retour sur investissement. Donc il va y avoir des considérations sur comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer un titre en radio, c'est quoi le gros single qui fait que potentiellement ça va porter tout le projet. Et donc en fait tu vois que tu peux très vite rentrer dans des considérations qui, dénaturent la démarche, les raisons pour lesquelles tu faisais ça au départ, viennent polluer un peu le rapport que tu entretenais à ce truc-là. Et en fait, je pense que tout le monde n'est pas capable d'atteindre à la fois le succès commercial tout en conservant une certaine intégrité artistique. Les personnes qui y arrivent sont même, à mon avis, relativement rares. Et il y a un film que j'ai beaucoup aimé sur ce sujet-là, c'est Deliver Me From Nowhere,
sur la conception de l'album Nebraska de Bob Dylan. Et c'est Jeremy Allen White qui joue Bob Dylan dans le film. Il joue très bien d'ailleurs. Pour les gens qui savent pas qui c'est le mec qui joue dans The Bear, qui est une série qui a beaucoup fait parler ces dernières années. Et donc cet album Nebraska, il arrive au moment où la carrière de Bob Dylan est en train de décoller fort. Il est pas loin d'atteindre, on va dire, le statut d'icône mondiale du rock. Et du coup, il y a énormément de pression, il y a beaucoup d'attentes autour de son nouveau projet. Et ça lui a demandé beaucoup de courage d'être en capacité d'aller contre ces attentes-là. Il a dû énormément se bagarrer pour que son album voie le jour comme il l'avait imaginé. Et j'ai trouvé que c'était une belle... D'ailleurs, l'album a été un vrai succès commercial, donc il a eu raison d'aller au bout de sa démarche. Mais je trouvais que c'était un bon exemple ou une belle illustration de ce que ça pouvait donner quand la passion se professionnalise avec tout ce qui peut venir autour. Et donc moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est que, en tout cas ce qui m'est venu quand je réfléchissais à ce sujet-là, c'est que j'ai vraiment le sentiment que toutes les passions ne sont pas à placer au même niveau. Et il y a un mot qui m'est venu quand je réfléchissais à ça, c'était la notion de passion sanctuaire. Des choses auxquelles il ne faut pas trop toucher. Parce que si tu touches, si tu viens changer la nature du rapport que tu entretiens à cette passion, ça peut avoir des conséquences qui sont assez dramatiques. Ce que je fais là, l'exercice que je suis en train de faire, les conversations que j'ai sur le cadre du podcast, quelque part, c'est une forme de passion. Mais c'est une passion qui vit dans ma tête. C'est quelque chose qui me stimule intellectuellement. Ça me permet d'aller explorer des sujets qui m'intéressent énormément. Et donc, j'ai pas du tout le même rapport à la musique qui, elle, parce que je gagne pas d'argent quand je fais là, c'est pas mon métier, je le fais parce que j'en ai envie, parce que ça me passionne, parce que je trouve que ça a un intérêt, parce que je pense que ça a de la valeur. Mais la musique, ça vivait dans mon cœur, quoi. Dans mon cœur et dans mes tripes, c'était quelque chose qui me permettait de m'exprimer. J'avais un rapport presque spirituel à la musique, ce que j'ai pas forcément avec ce podcast. Donc, je trouvais que c'était un bon exemple, un bon moyen en tout cas d'illustrer le fait que toutes les passions ne se valent pas, dans le sens, c'est pas un jugement de valeur, mais en tout cas elles s'appuient pas sur les mêmes leviers, on va dire, sous-jacents. Et donc, il y en a qui, à mon sens, se prêtent peut-être un petit peu plus à la monétisation que d'autres qui, selon moi, doivent rester purs. Et on doit essayer de faire en sorte de les préserver, de les protéger, de pas trop les dénaturer. Donc, je pense que déjà sur le sujet de savoir comment vivre de sa passion, la première réserve que j'ai envie de mettre, c'est attention parce que je suis pas sûr que ce soit la bonne question et que ça doive nécessairement être une finalité en soi. Ensuite, si j'essaye de donner des éléments de réponse sur le comment, c'est relativement simple et il n'y a pas de secret. Ce qui risque de se passer par contre, c'est que qui dit monétisation dit il y a un marché ou pas. Ce marché, qu'est-ce qu'il attend? Comment est-ce que je suis en capacité de donner à ce marché quelque chose qui répond à un besoin, identifié ou pas, hein, le besoin on peut le créer régulièrement. Si je reste sur le sujet de la musique, on voit des artistes qui sortent de nulle part avec un son hyper original et qui prennent, on va dire, l'industrie par surprise et qui ont des succès incroyables, mais ils sont quand même relativement rares. Et donc je pense qu'après c'est aussi une question de management des attentes, c'est-à-dire si je veux rester fidèle à ce que j'aime faire, quel est le potentiel de ce projet-là dans sa forme actuelle, quels sont un petit peu les codes que je dois potentiellement maîtriser, comment est-ce que je fais connaître ce que je fais. Donc déjà là, on voit que le travail, c'est pas juste de créer, mais c'est aussi de promouvoir sa création et de faire connaître ce qu'on a fait. Et comment est-ce que j'arrive à le faire suffisamment longtemps et avec suffisamment de constance pour me donner une chance que certaines de mes créations ou certains de mes projets arrivent à émerger. Il y a un très bon livre là-dessus que je recommande à toutes les personnes qui s'interrogent sur comment y arriver. C'est un livre de Ryan Holiday, qui est un auteur que j'adore. Et le titre en anglais, je suis désolé, je ne l'ai pas en français, je pourrais essayer de le trouver, mais s'appelle Perennial Seller, où justement il a écrit tout un bouquin sur... on va dire des artistes et ou des œuvres qui ont marqué l'histoire d'un courant, l'histoire d'un genre, et surtout des artistes qui, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai gardé, mais qui arrivent à avoir des carrières qui sont à la fois
exigeantes, où ils arrivent à préserver une forme d'intégrité artistique dans différents domaines d'ailleurs, hein, c'est pas que la musique, mais qui arrivent aussi à rencontrer un succès commercial assez important. Et donc ce livre-là, je le recommande à toutes les personnes qui envisagent de vivre de leur passion et de monétiser leur création. Donc ça, c'est le premier point. Mais je voulais passer un tout petit peu plus de temps potentiellement sur la deuxième partie de la question, à savoir apprendre à aimer ce que tu fais. Parce que je trouve que c'est peut-être la porte entre guillemets la plus accessible et sans doute celle qui est la plus viable et la plus pérenne sur le long terme. Moi je pense que une des clés pour apprendre à aimer ce qu'on fait, c'est j'ai deux leviers qui me paraissent intéressants à explorer. Le premier, c'est le sujet des valeurs. Parce que je pense que réussir à donner du sens et à prendre du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien, c'est potentiellement lié aussi à notre capacité à agir en accord avec nos valeurs. Si j'opère dans un contexte qui me permet d'exprimer les valeurs qui sont importantes pour moi au quotidien, j'arrive à donner du sens à ce que je fais, et à travers cette notion de sens, potentiellement, j'arrive à prendre du plaisir. Pour que ça soit possible, ça implique, en numéro 1, de les avoir identifiées, ces valeurs. Et c'est pas un travail facile, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas à faire. Souvent, des valeurs, quand on en a, et surtout quand on les a conscientisées, potentiellement on les a héritées. On les a héritées de la famille dans laquelle on a grandi. On les a héritées de l'environnement dans lequel on évolue. On les a héritées d'une tradition religieuse ou spirituelle. On les a pas forcément choisies. Et c'est pas une mauvaise chose en soi. Y a plein de traditions religieuses et spirituelles qui ont des très très belles valeurs. Mais c'est pas... je pense que c'est quand même intéressant à un moment de se questionner sur, ok, parmi tous les grands principes qui régissent ma vie, la façon dont je prends des décisions, la façon dont j'opère au quotidien en société au sens large du terme, hein, gang de motards qui passent dans le village, est-ce que les valeurs qui me drive au quotidien, c'est vraiment les miennes, ou est-ce que c'est des valeurs que j'ai héritées ? Et tu peux choisir de les garder si c'est le cas, mais au moins il faut que ce soit fait en conscience, selon moi. Et si tu n'es pas en capacité de les nommer, moi j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'étudier ce sujet-là parce que je me sentais un peu démuni par rapport à ça. Je voyais que c'était un truc important, je trouvais que c'était un levier intéressant pour donner du sens à ce que je faisais au quotidien, mais je me sentais pas très bien équipé pour répondre à cette question-là. Parce que j'ai grandi dans une famille athée et que on avait des valeurs, mais qui sont au final des valeurs assez universelles. Tu traites les gens avec respect, tu essayes d'être quelqu'un de juste, t'es gentil, tu essayes d'être présent, enfin voilà, des valeurs qui sont somme toute assez répandues, mais je ressentais le besoin d'aller plus loin. Et donc du coup, j'ai passé pas mal de temps à travailler sur ce sujet-là, ou en tout cas faire des recherches sur ce sujet-là. Et j'ai découvert les travaux d'un psychologue américain qui avait créé, qui avait publié un texte fondateur sur le sujet, dans lequel il avait fait un classement de ce qu'il appelle les 19 valeurs fondamentales un peu universelles. Le problème de ce travail-là, c'est qu'il est certes très intéressant, mais il est surtout très académique et il n'est pas facile à s'approprier. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris son travail et j'ai créé un outil, je te mettrai le lien dans la description, sous forme de questionnaire. Et en fait, tu réponds à une vingtaine de questions et à la fin, tu ressors avec un diagnostic des 3 valeurs qui sont les plus centrales pour toi, potentiellement les valeurs secondaires qui peuvent être un peu en tension avec ces valeurs-là, et ensuite j'ai paramétré l'outil pour que ça te fasse faire un petit exercice justement pour t'aider à voir comment est-ce que tu peux faire vivre tes valeurs un peu plus dans ton quotidien. Donc si ça t'intéresse, le lien est en description, ça prend à peu près 10 minutes à faire, donc je t'encourage vraiment à le faire, parce que moi c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps à faire, mais j'y ai trouvé beaucoup de valeurs, sans mauvais jeu de mots. Donc une fois que tu les as identifiées, ces valeurs-là, la grande question, c'est est-ce que ton quotidien, qu'il soit d'ailleurs personnel ou professionnel, te permet de les exprimer ? Je vais te donner un exemple concret. Parmi mes valeurs à moi, il y a la notion d'autonomie, qui est hyper importante pour moi. Si je suis entrepreneur, c'est sans doute pas un hasard. Il y a le fait d'apprendre,
il y a le fait de transmettre, il y a le fait de pouvoir exprimer ma créativité. Donc pendant très longtemps, ça a été à travers la musique, et puis aujourd'hui, c'est à travers le contenu que je peux créer sur différentes plateformes, notamment. Et puis, il y a la notion de progrès. Le jour où j'ai le sentiment que j'arrête de progresser dans ce que je fais, globalement, les choses perdent assez vite de leur intérêt, et donc du coup, je cherche une nouvelle manière d'apprendre et de progresser, notamment. Si je m'arrête une minute sur la valeur de la transmission, par exemple, si tu es manager dans une organisation et que tu as cette valeur-là, même si potentiellement tu es obligé de composer avec la politique, tu es obligé potentiellement d'encadrer des gens qui sont pas forcément très simples à gérer au quotidien, mais tu peux donner du sens à tout ce bordel, parce qu'en fait, une de tes missions ou une de tes prérogatives ou une des choses que ta fonction te permet de faire, c'est notamment de travailler sur la transmission et l'accompagnement. Et donc en fait, moi je sais que par exemple, manager c'est pas quelque chose de simple, mais c'est quelque chose que je prends du plaisir à faire, en particulier quand ça me permet de transmettre des choses qui moi m'ont aidé et m'ont servi aux collaborateurs que j'accompagne dans leur quotidien professionnel. Et donc c'est un des piliers sur lesquels je m'appuie pour donner du sens à ce que je fais aujourd'hui. Le deuxième étant évidemment la notion d'autonomie, comme je le disais, et entreprendre, ça me permet à la fois d'être autonome et ça me permet d'apprendre, parce que par définition, pour développer l'entreprise, j'apprends des nouvelles choses tous les jours. Et donc, quand tu as identifié tes valeurs, la grande question à se poser, c'est est-ce que mon quotidien aujourd'hui me permet de les exprimer ? Qu'est-ce qui peut potentiellement entrer en conflit avec le fait de me permettre d'exprimer ces valeurs-là ? Et le point sur lequel j'aimerais attirer ton attention, c'est que avant de chercher à fuir un contexte qui, en apparence, ne te permet pas d'exprimer ces valeurs, pose-toi la question de savoir comment est-ce que tu peux aménager ton contexte existant pour te permettre de l'investir de façon à pouvoir exprimer les valeurs qui sont importantes pour toi. Il y a une psychologue américaine, une psychologue du travail, dont je vais massacrer le nom. Je pense qu'elle est originaire des pays de l'Est. Je vais même pas essayer. Wrzesniewski, W-R-Z-E-S-N-I-E-W-S-K-I. Wrzesniewski, je pense. Qui a popularisé une notion qu'on appelle le job crafting. Et l'idée, c'est un peu ça, c'est de se dire, ok, ton job, il est ce qu'il est, il a ses avantages et ses inconvénients, mais comment est-ce que tu peux en faire évoluer les modalités ou le périmètre pour te permettre d'exprimer les valeurs qui sont importantes pour toi et donc donner du sens à ce que tu fais au quotidien dans ton contexte professionnel. Pour rester une minute sur la notion de sens, l'autre truc auquel j'aimerais bien que tu réfléchisses, c'est que même si le job coche pas à 100% les cases pour toi et qui te permet pas forcément d'exprimer certaines de tes valeurs, peut-être que tu peux aussi réfléchir à comment tu peux fabriquer du sens. Ça peut être les relations que tu entretiens avec tes collègues de travail. J'apprécie les gens avec lesquels je travaille. Au final, mes missions, c'est pas hyper stimulant. Je trouve que l'organisation, il y a des choses dans lesquelles je me retrouve pas, mais j'adore mes collègues et j'adore la dynamique d'équipe qu'on a réussi à créer. Ça peut être la mission de la boîte. Moi, mon job, mon périmètre restreint, il n'est pas si excitant que ça, mais par contre, la boîte a une mission et est investie dans une démarche à laquelle je crois et à laquelle j'ai envie de participer. Et donc, à travers ça, j'arrive à donner du sens à ce que je fais. Ça peut être aussi ce que ça te permet de faire par ailleurs. Par exemple, nourrir ta famille. C'est pas anecdotique, c'est pas anodin, mais en tout cas, ça peut donner du sens au fait de se lever tous les jours pour aller faire un job dans lequel on s'épanouit pas forcément. Donc, ce que j'essaie de dire à travers ça, c'est que alors ça répond peut-être pas à la question comment faire pour aimer ce qu'on fait, mais en tout cas ça peut répondre à la question de comment faire pour donner du sens à ce qu'on fait au-delà du contexte un peu restreint dans lequel tu peux être amené à opérer. Le deuxième levier sur apprendre à aimer ce qu'on fait, et ça va faire écho un peu à une des valeurs que j'ai partagées juste avant, c'est la notion de progression. Je pense, et ça c'est quelque chose qu'on a du mal à voir quand on est jeune. Moi je sais que j'avais pas du tout ce réflexe-là, je réfléchissais pas comme ça quand j'étais plus jeune, quand je suis arrivé sur le marché du travail. Mais des fois, évoluer dans un contexte qui nous alimente pas forcément, c'est pas toujours une mauvaise chose si ça peut stimuler notre apprentissage, notre progression professionnelle, et on peut en apprendre pas mal de choses.
Et donc en ça, moi ce que j'aime bien là-dedans, c'est un peu me raccrocher à la notion de flow, qui a été beaucoup évoquée en ligne, hein. C'est quelque chose qui est très connu. Encore une fois, je vais massacrer son nom, mais Mihaly Csikszentmihalyi, qui a écrit un livre de référence sur le sujet, qui décrit les situations où tu perds un peu la notion du temps, tu as le sentiment de progresser. En fait, tu es face à des défis qui sont stimulants sans être paralysants. Et un peu adjacent à cette notion de flow, il y a une autre notion que j'aime bien qui est celle de la zone proximale de développement, qui a été popularisée par un monsieur qui s'appelle Vygotsky, qui est de se dire, est-ce que mon travail actuel me permet de continuer à progresser et à apprendre des choses en m'offrant un contexte dans lequel je suis régulièrement confronté à des problèmes ou des défis qui sont stimulants sans être paralysant. Parce qu'en gros, c'est ça l'idée, c'est de se dire, tu as une petite zone dans laquelle tu peux donner, entre guillemets, le meilleur de toi-même et progresser de façon régulière, qui est cette zone entre ça me stimule et ça m'oblige à mobiliser des ressources, mais c'est pas, comment dire, c'est pas difficile au point que ça en devient paralysant en fait. Et c'est là où il faut réussir à trouver le juste milieu. Mais ça peut être aussi un bon moyen d'apprendre à aimer ce qu'on fait. Indépendamment du contexte, c'est mon quotidien me donne l'opportunité de me confronter à des défis ou des problèmes qui me stimulent, intellectuellement notamment, mais qui ne sont pas pour autant paralysants. Cela étant dit, même si j'ai la conviction profonde, et je le disais au début de cet épisode, que le sens se construit et se décrète au moins autant qu'il ne se découvre, je pense qu'il ne faut quand même pas tomber dans l'écueil de se raconter des salades. Parce que si on accepte le postulat selon lequel le sens se construit, si on pousse le truc trop loin, on peut aussi trouver des moyens de se convaincre de plein de choses. Et c'est là où j'aimerais juste nuancer un petit peu ce que j'ai dit, ou en tout cas poser quelques limites à ce que je viens de te raconter. Et avant de continuer, je vais boire un peu d'eau parce que là, je suis complètement en train de me dessécher. Et donc les limites en question, ce que je trouve intéressant, c'est de raccrocher encore une fois au sujet des valeurs. Donc tu vois, mon postulat, c'était de me dire le sens se construit et se décrète au moins autant qu'il se découvre, et le comment, il tourne beaucoup autour des valeurs. Et en fait, la limite, pour moi, c'est que tu dois partir ou changer d'environnement, notamment professionnel, mais c'est aussi vrai de ton environnement personnel, quand le contexte dans lequel tu évolues t'empêche d'exprimer tes valeurs ou te pousse activement à agir contre elles. Donc si vraiment tu as le sentiment que tu évolues dans un contexte où tu es ultra contraint, ultra limité, où tu n'arrives pas à exprimer les valeurs qui sont importantes pour toi, ou pire encore que le contexte en question te pousse à agir contre elles et ça crée une forme de dissonance, ça te pousse à devenir quelqu'un que tu ne veux pas devenir, dans ce cas-là il faut s'en aller. Et donc l'idée à travers ça, c'est vraiment de distinguer, ça coche pas toutes mes cases, comment est-ce que je peux faire pour aménager mon contexte, pour y trouver plus de sens et plus d'intérêt, versus, là ça me force à me trahir et dans ce cas-là, je pars. Et donc c'est la limite que je voulais poser. Parce que agir contre ces valeurs, potentiellement, ça peut nous amener à devenir quelqu'un qu'on ne veut pas être. Et donc du coup, ça me ramène à cette question de comment est-ce que je fais pour m'accomplir sans tout sacrifier et surtout pas mes valeurs et sans me cramer. Ça fera potentiellement l'objet d'un prochain épisode. Donc tu vois que par rapport à cette question-là, tu arrives un peu dans une situation où tu as 3 options. Si effectivement tu veux poursuivre l'option selon laquelle tu veux monétiser ta passion, là ça implique de se poser la question de savoir dans quel marché est-ce que j'évolue, qu'est-ce que ce marché attend de moi, quel est le potentiel de mon projet, comment est-ce que je fais pour essayer de l'investir en préservant un maximum mon intégrité, en acceptant que je devrais quand même faire des compromis parce que je vais devoir composer avec d'autres parties prenantes, parce que je vais devoir
prendre en compte des considérations que j'avais pas avant, notamment économiques. Mais dans l'hypothèse où j'accepte que ma passion reste une passion et que je cherche plutôt à investir mon job actuel d'une façon qui me permet de l'aimer peut-être un peu plus, et c'est un mot qui est assez chargé, mais du coup comment est-ce que je fais pour construire du sens dans le contexte qui est le mien aujourd'hui, à travers voilà, la notion de progrès, à travers la façon dont ça peut me permettre potentiellement d'exprimer les valeurs qui sont les miennes, à travers le sens que je vais pouvoir mettre autour de ça, si j'arrive pas à en trouver dans ce que je fais au quotidien, quels sont les éléments auxquels je peux me raccrocher. Donc je disais les relations interpersonnelles, les raisons qui me poussent à me lever le matin pour aller travailler, la mission de l'organisation dans laquelle je travaille. Et sinon, effectivement, si tu vois qu'après tout ça, tu n'arrives toujours pas à aimer ce que tu fais ou à lui donner du sens, dans ce cas-là, il est peut-être temps de partir et de changer d'environnement. Et surtout, garde dans un coin de la tête ce que je t'évoquais, cette distinction entre la passion qui vit ici, dans la tête, la passion qui vit dans le cœur, qui, à mon sens, gagne à être sanctuarisée, parce que sinon, tu risques de dénaturer quelque chose d'assez précieux, et donc ne commets pas la même erreur que moi, mais essaye plutôt de le préserver. Encore une fois, si tu veux explorer le sujet des valeurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, le lien vers l'outil que j'ai créé est disponible juste dans la description. Ça prend 10 minutes à faire et ça ne résoudra pas tous tes problèmes, ça ne répondra pas à toutes tes questions, mais ça pourrait potentiellement te donner une direction à explorer. C'est la seule ambition que je m'étais fixée avec cet outil-là. Donc j'espère que ça te servira et j'espère surtout que ce nouveau format t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Je sors un peu de ma zone de confort là, donc tous les retours, positifs comme négatifs d'ailleurs, sont bons à prendre. C'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et j'espère que tu as pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Et on se retrouve très bientôt. Salut!